centaines de personnes. Et enfin, les étudiants du lycée Cassia de Cergy tentent de construire une école au Cambodge. Ils sont en BTS négociation et digitalisation de la relation client et participent à ce projet afin de mettre le cours en pratique. Objectif, récolter 20 000 €, notamment via une cagnotte lancée sur Internet nommée Pétaplanche. Avec cet argent, l'école va pouvoir construire dans la commune de Sabong au Cambodge une école. Et depuis plusieurs mois, les étudiants sont à pied d'œuvre afin d'étudier un diagnostic stratégique du site Internet, faire connaître leur projet uni pour Sabong sur les réseaux sociaux et également mettre en œuvre un plan d'action commercial pour récolter un maximum de fonds. Pour l'instant, la cagnotte en ligne atteint 4 500 € et si vous souhaitez contribuer, ça se passe sur le site internet helloasso.com. Merci beaucoup, à tout à l'heure Alexis Duvauchel. Midi 15, nous vous retrouverons pour parler entre autres de la commune de Cormeilles en Parisis qui continue à proposer sa 14e édition du festival du dessin animé, encore là demain, après-demain et aussi samedi 30 mars. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie présenté par Florence Sœur. Elle reçoit notamment le maire d'Épinay-sur-Seine, Hervé Chevreau. C'est bien puisque tout à l'heure on a parlé d'un loto qui aura lieu notamment sur la commune d'Épinay-sur-Seine pour soutenir une école. Donc on continue encore à parler d'Épinay-sur-Seine d'ici quelques instants avec Florence Sœur, donc le maire d'Épinay-sur-Seine, Hervé Chevreau, et l'un des nombreux invités du bar de l'économie jusqu'à 10h30. Très bonne journée et à demain matin 7h, 9h pour une nouvelle matinale. Bonjour, bonjour. Maintenant, c'est à vous. C'est à nous D'assurer. Chacun son tour. Voilà. Vas-y. Comment? Est-ce que j'ai tout le monde dans mon viseur? Ouais, ça me paraît pas mal. J'ai moins de contre-jour, je vais le mettre comme ça. Bon, et hop. J'ai le contre-jour aussi. Le coup de ça, je me suis dit. Ma grande spécialité, C'est bon? Bonne émission. Merci. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. 90 minutes d'information avec Philippe à la technique. C'est parti pour aujourd'hui. Nous voici de retour pour une nouvelle émission du bar de l'économie. Merci à tous ceux qui nous suivent en FM, en web radio ou via notre page Facebook. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de la ville d'Épinay, d'emploi, d'artisanat d'art. Et puis nous aurons aussi la chronique santé avec les entretiens médicaux d'Anguin et par Jean-Claude Durousseau qui est allé à la rencontre d'un médecin pour nous parler de la prostate. Et tout de suite, eh bien, j'accueille mes invités du jour. Hervé Chevreau, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes maire d'Épinay-sur-Seine depuis 2001 et conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis depuis 2011. Vous êtes pleinement au service des Spinaciens, c'est comme cela que l'on nomme les habitants d'Épinay-sur-Seine, ville qui jouxte la ville d'Enghien-les-Bains. Avec vous aujourd'hui, on parlera, si vous voulez bien, du grand débat national et puis aussi eh bien, d'urbanisme avec le programme de rénovation urbaine, mais aussi de la reconversion des terrains, les anciens laboratoires Éclair que vous venez tout juste de racheter. Donc là, on est très intéressés. Et puis peut-être, si on a le temps, de la réserve écologique et pédagogique d'Épinay-sur-Seine. Il y a bien sûr plein d'actualités aussi culturelles. On en parlera ensemble tout à l'heure. À vos côtés, David Potrel, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le directeur de la mission locale de la vallée de Montmorency. Alors, à l'heure de la semaine de l'industrie qui vient de se terminer et où l'on entend que tous les secteurs recrutent, notamment l'industrie, nous allons rappeler votre rôle et voir ensemble les rencontres que vous proposez pour tous ceux qui recherchent un emploi, jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Donc, vous avez en tout cas plein de rendez-vous à nous donner. À vos côtés, eh bien, Mathieu Béal, bonjour. Bonjour Florence, bonjour les auditeurs. Vous êtes entre autres enseignant à l'école de commerce à l'ESCE, l'école internationale. Ensemble, on parlera sans doute eh bien, d'économie, peut-être d'échanges internationaux et puis bien sûr d'art, car vous êtes accompagné par un artisan d'art. Donc aujourd'hui, pas de start-up dans le sens où on l'entend habituellement, mais justement un artisan d'art. Éric Charles Donatien, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes plumassier, créateur et fabricant
pour la haute couture, la décoration, la création visuelle. Donc vous nous expliquerez qu'est-ce que c'est que ce métier de plumassier, mais non, ça je rassure les auditeurs, ça n'est pas de fabriquer des oreillers, ça n'a rien à voir. C'est un métier magnifique et on est très honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui. Mais avant de vous passer la parole à tous, tout d'abord les infos du jour comme d'habitude. Eh bien, première info que j'ai choisie, c'est Nathalie Loiseau, Mounir Majoubi et Benjamin Griveaux qui quittent le gouvernement, a donc annoncé hier l'Élysée. L'ex-porte-parole du gouvernement et le secrétaire d'État au numérique briguent tous deux l'investiture LREM pour les municipales de 2020 à Paris, tout comme Cédric Villani, le mathématicien député aussi, tandis que l'ancienne ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau va être à la tête de la liste LREM pour les élections européennes du 26 mai. Seconde info du jour, c'est le Sénat qui lance une consultation auprès des élus locaux sur la place des élus municipaux dans la gouvernance des intercommunalités. Alors donc justement, Hervé Chevreau, vous allez être amené à vous prononcer sur quelle est la catégorie juridique de votre EPCI. EPCI, ça veut dire justement intercommunalité dans le langage administratif. On va vous poser des questions du genre: les maires sont-ils bien associés à la gouvernance de l'intercommunalité? Une conférence des maires a-t-elle été mise en place? Êtes-vous associé à l'ordre du jour? Quelle appréciation portez-vous sur la gouvernance de l'intercommunalité? Qu'est-ce que vous en pensez de cette interrogation du Sénat? Cette interrogation du Sénat, elle va surtout en direction des plus jeunes intercos. C'est dont je fais partie et dont celle que fait partie la ville d'Épinay-sur-Seine, c'est bien sûr l'établissement public territorial pleine commune, l'ensemble de 9 villes, plus de 400 000 habitants, une ancienne et historique communauté d'agglomération. Moi, ce que je voudrais dire à travers cette enquête du Sénat, il faut effectivement que l'ensemble des maires soient présents à l'intérieur de ces agglos. Il faut être vraiment présent, il faut en prendre possession, il faut simplifier. Parce que de nombreuses compétences sont bien sûr transférées au territoire. Épinay-sur-Seine a énormément de transferts qui ont été réalisés depuis 2001, depuis l'année 2001, donc ça fait maintenant quelques années. En fait, c'est dès le début de votre mandat, vous avez été tout de suite intégré pour vous dans une intercommunalité finalement. Épinay-sur-Seine a été intégré en 1999 en communauté de communes et 2001 en communauté d'agglomération. Donc effectivement, dès le départ, dès le début de mon mandat, nous sommes rentrés dans la nouvelle structure. Moi, ce que je voudrais dire à travers tout cela, et il faut impérativement que les maires, je le redis, en prennent possession, mais surtout tout ce qui touche la quotidienneté, la proximité, tel que tout l'espace public en termes de propreté, espace vert, que ça reste aux villes et que ça ne parte pas au territoire si on veut en avoir la maîtrise en permanence. Donc tout ce qui est affaire du quotidien, finalement, vous conseillez aux maires de le garder et de ne pas laisser l'intercommunalité s'en occuper. Oui, effectivement, ce qui est important, c'est qu'on garde la quotidienneté. Par contre, tous les grands projets, tous les projets d'aménagement, toutes les compétences en termes de logement, développement économique, lecture publique, que ce soit transféré au territoire, c'est une très bonne chose, et avoir une vision globale et des politiques globales sur l'ensemble d'un même territoire, mais pas la quotidienneté. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la quotidienneté, comme vous dites Quand je parle de quotidienneté, je pourrais dire c'est ce que les habitants attendent d'un maire, c'est-à-dire tout ce qui touche à la propreté, aux espaces verts, au quotidien des habitants. Vraiment le quotidien et la proximité, je dirais, pour l'ensemble de nos administrés, lorsqu'ils appellent le maire, essentiellement, c'est des problèmes de proximité. Après, effectivement, tout ce qui touche au territoire, sur des aménagements, sur de la rénovation urbaine, sur des zones d'activité, sur de l'emploi, là, effectivement, le territoire a toute sa place. Pour vous vous sentez suffisamment associé aux décisions, ou est-ce que comment vous gérez cette prise de participation à l'agglo? L'ensemble des maires, des 9 maires qui composent Pleine Commune sont bien sûr vice-présidents de l'agglomération. Épinay-sur-Seine, on a la chance d'avoir 10 élus présents sur le territoire. Ce qu'il faut surtout, c'est participer à l'ensemble des commissions, participer à l'ensemble des décisions et surtout être présent sur des compétences qui sont des compétences très importantes. L'intérêt et l'avantage que nous avons nous, au niveau du territoire par rapport à l'ancienneté, c'est que chaque maire, chaque demande des maires sont prises en considération. Il n'y a pas de décision qui se prennent sans aucun débat, sans aucune concertation avec l'ensemble des maires. C'est la décision des maires avant toute chose et l'ensemble des maires ne décide pas pour les autres maires.
Est-ce que ça prend plus de temps finalement qu'auparavant d'être élu au sein d'une communauté? Et bien sûr que ça prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça, moi, j'étais favorable qu'il y ait une strate qui soit supprimée. Moi, j'étais favorable à la suppression du département de la Seine-Saint-Denis, et même si je suis conseiller départemental, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a la ville, on a l'intercommunalité, on a le département, on a la région, et on peut monter comme ça maintenant, pour nous, avec la métropole du Grand Paris. Donc, ça nous prend beaucoup de temps. Ça nous prend beaucoup de temps, la présence des élus à chacune de ces structures, à chacune de ces instances. Mais finalement, beaucoup de maires disent qu'on ne peut pas vivre de l'indemnité de maire, ça ne peut pas faire vivre une famille, qu'il faut garder une profession à côté, alors que les Allemands, eux, ont décidé de faire autrement. Ils ont décidé de salarier finalement les maires pour qu'ils puissent vivre décemment. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en France, on a des progrès à faire? Comment vous l'entendez, vous? Mais je pense qu'il y a effectivement des progrès, parce qu'il faut savoir que les élus, ce sont des indemnités, ce n'est pas un salaire qui perçoit, ce sont des indemnités. C'est pour ça que de nombreux élus restent en activité professionnelle, parce que sur des villes qui sont de moindre importance, ce n'est pas possible de vivre que de ces indemnités-là. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il y avait à un moment le cumul des mandats qui permettait d'obtenir un montant de rémunération qui permettait de vivre aisément. Moi, je pense qu'il faut aller vers un vrai salaire de l'élu. Il faut aller, effectivement, comme en Allemagne. Et aujourd'hui, certains se posent la question, est-ce que les élus pourront percevoir leur retraite plus les indemnités d'élus? Aujourd'hui, c'est possible. Mais demain, certains pensent qu'il faudra choisir entre les indemnités d'élus et la retraite et pas cumuler les deux. Peut-être que l'on va vers, effectivement, un vrai statut de l'élu. On verra, donc la suite nous le dira. Alors juste pour finir sur cette consultation lancée par le Sénat, eh bien la date limite de réponse est fixée au 17 avril. Autre info du jour, c'est Fiat Chrysler qui repoussent les avances de PSA. Les patrons des deux constructeurs se sont rencontrés pendant le salon automobile de Genève pour évoquer un éventuel rapprochement. Si PSA se montre très intéressé par une fusion, la famille Agnelli, qui détient 30% du constructeur italo-américain, serait plus réticente selon le Wall Street Journal. En cause, un manque d'intérêt pour le marché européen et le fait que l'offre de rachat du constructeur français se fasse essentiellement en actions. Un rapprochement entre les deux groupes permettrait pourtant de créer le 4e constructeur automobile mondial, derrière Renault, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen et Toyota. Une fusion permet aussi de mutualiser les dépenses et donne accès à une partie de gamme ou à un marché qu'on n'avait pas, en l'occurrence pour PSA, le marché américain grâce à Jeep. Mais une fusion, c'est aussi une désorganisation énorme et on sait que 2 fusions sur 3 échouent. Regardez, on vous parlait il y a 2 jours d'Essilor Luxottica, qui ont hier soir en plus saisi la justice pour régler leurs problèmes d'entente entre dirigeants. Autre info du jour, c'est la nouvelle étape dans le plan de transformation excusez-moi, de Carrefour. Le PDG Alexandre Bompard cherche à réduire le nombre et la surface des hypermarchés d'ici 2022. 400 000 m² devraient être supprimés. L'assortiment sera également limité. Certains départements disparaîtront, notamment le rayon bijouterie, tout comme une partie des caisses et comptoirs avec le personnel, et ce au profit bien sûr de la digitalisation et de l'automatisation. Alors un acte-corps de rupture conventionnelle collectif va être demandé aux syndicats en principe ces jours-ci, car Carrefour envisage la suppression de 1500 emplois sur les 60 000 salariés dans ces hypermarchés. Cette nouvelle mesure du droit, qui est la rupture conventionnelle collective, est entrée en vigueur en janvier 2018. Elle permet des licenciements collectifs sans motif économique, contrairement à un plan social. Mais pour y parvenir, les sociétés doivent obtenir l'accord majoritaire des syndicats, ce qui n'est bien sûr jamais gagné. Après avoir supprimé 4400 emplois l'an dernier en France, en Belgique et en Argentine, le distributeur Carrefour s'attaque donc maintenant aux hypermarchés français. La chaîne Pimki avait eu recours à cette nouvelle mesure de la rupture conventionnelle collective pour la suppression de 208 emplois et il ne l'avait pas obtenu. Donc c'est pas gagné pour Carrefour. Hervé Chevreau, qu'en pensez-vous? Par rapport aux hypermarchés, on s'aperçoit une chose, c'est que depuis de nombreuses années, nous avons des constructions massives d'hypermarchés sur nos territoires et sur nos villes. Et d'où l'intérêt, tout à l'heure on parlait des communautés d'agglomération, c'est là qu'il faut travailler, avoir un vrai schéma de cohérence commerciale sur un même territoire, et de ne pas laisser s'installer des structures sur l'ensemble de chacune des villes. Quand je dis structure, des hypermarchés. Pourquoi ?
parce qu'on s'aperçoit que l'intérêt que l'on a d'avoir un hypermarché sur notre ville, c'est au détriment du commerce de proximité, mais c'est aussi, on se dit, comme on n'a plus de commerce de proximité, le fait d'avoir un hyper va nous permettre de ravoir du commerce. Mais le problème, c'est que le gâteau, à force de construire, le gâteau, il n'est pas extensible. Les gens ne mangent pas plus, ne consomment pas plus. En fait, il y en a trop, c'est ça que il vous voulez dire. y en a effectivement de trop, d'où l'intérêt d'avoir une vraie cohérence et un vrai schéma pour l'implantation de ces hyper sur un même territoire. Et d'un autre côté, ça évite de se déplacer trop loin. C'est quand même intéressant d'avoir tout à proximité. Bien sûr, et c'est bien pour cela aussi que toutes ces marques, que ce soit, on parle de Carrefour, mais Auchan, ils retournent plutôt vers les centres-villes pour ramener du commerce de proximité à l'intérieur des centres-villes, plutôt que de s'étaler, effectivement, comme ils le font aujourd'hui, sur des terrains qui sont des terrains immenses et qui consomment énormément de terre par rapport, je dirais, à ce qu'on peut attendre d'un hyper. Merci beaucoup pour ce commentaire, Hervé Chevreau. Autre info du jour, les grandes économies de la zone euro marquent le pas du fait du ralentissement mondial. L'activité économique de la zone euro connaîtrait, d'après l'INSEE, plus 0,3% de croissance pour ce trimestre. On espère que l'économie française, stimulée par une politique budgétaire plus expansionniste, pourra atteindre les 0,4% visés, mais le moral des industriels plonge car la demande mondiale chute. Les patrons d'industrie s'inquiètent sur la compétitivité française à l'international et espèrent une forte consommation française. Plusieurs facteurs peuvent jouer sur la compétitivité. Outre le coût de production, bien sûr, c'est l'appréciation de l'euro vis-à-vis des devises étrangères qui peut jouer un rôle aussi sur l'érosion des pertes de marché. Pourtant, l'industrie française a créé 9500 emplois nets en 2018. C'est donc ça, et ceci pour la seconde année consécutive. Les secteurs les plus porteurs, ce sont l'énergie, l'eau, la gestion des déchets, plus 3600 emplois, l'agroalimentaire, plus 2000 emplois, les biens d'équipement, plus 600 emplois, et les transports, plus 400 emplois. Mais pourtant, les patrons d'industrie ont peur du baisse du volume des exportations, alors que la compétitivité des usines françaises est un petit peu à la traîne et que l'économie, bien sûr, mondiale ralentit, je viens de vous le dire. Et puis aussi, ce qui participe, c'est l'incertitude autour du Brexit. Je vous parlerai du Brexit dans quelques minutes. L'industrie, alors l'intégration de l'automobile entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est très importante. Et donc, c'est pour ça aussi que les industriels de l'auto sont un petit peu inquiets, car c'est une industrie qui fonctionne en flux tendu. 1000 camions passent la frontière par jour pour fournir le Royaume-Uni en composants. Et certains stocks ont été faits, mais ce n'est pas énorme. Donc les menaces de barrières tarifaires, en plus annoncées par les États-Unis, les changements de normes en Europe, provoquent pas mal de perturbations. En tout cas, c'est l'avis des industriels. David Poitrel, est-ce que vous le ressentez? On sent bien que le recrutement, et je vais être dans la généralité, se pose beaucoup de questions. Les employeurs ont des besoins. Alors, il y a des difficultés de connaissance des métiers, on y reviendra peut-être plus tard. Mais il est certain que tout le monde hésite à embaucher, puisqu'il y a une inquiétude sur l'avenir. On parlait de Carrefour tout à l'heure, les fusions vont bien évidemment aussi avoir ce genre d'impact. On sent que tout le monde lève le pied et que tout le monde se regarde et attend. Merci beaucoup David Poitrel. Alors justement, je voulais vous parler du Brexit. Eh bien, énième épisode dans la saga du Brexit. Les députés britanniques ont voté hier soir contre les 8 scénarios qu'ils ont, pour certains, eux-mêmes proposés. Ils étaient destinés à trouver une solution alternative à l'accord de retrait de l'Union européenne négocié par Theresa May, la Première ministre, dont l'accord qu'elle avait proposé, bien sûr, avait été déjà rejeté à 2 reprises. Elle n'a pas osé en proposer un troisième. Donc parmi ces options figurait une sortie sans accord, une union douanière avec l'Union européenne ou encore une renonciation au Brexit dans le cas où aucun accord n'était approuvé par les députés. Alors ces votes sont entre guillemets indicatifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contraignants pour le gouvernement. Mais la Première ministre a déjà annoncé qu'elle s'opposerait au choix des députés si celui-ci entrait en contradiction avec les engagements de son parti en faveur d'une sortie du marché unique et de l'Union douanière européenne. Elle a également annoncé aux députés de son parti qu'elle démissionnerait avant la prochaine étape de négociation sur le Brexit. Donc, comme elle dit, il y a le désir d'une nouvelle approche, d'un nouveau leadership pour la prochaine phase des négociations du Brexit, qui doit déterminer la future relation du Royaume-Uni avec l'Europe. Je n'y ferai pas obstacle. Voilà le énième épisode sur la saga Brexit.
Autre info du jour, la France ne se bat pas contre l'Europe et l'Europe ne défend pas ses propres industries. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Alors que d'autres pays ont déjà réussi à faire infléchir la Commission européenne, et bien cette fois, le sujet porte sur les barrages hydroélectriques. La Commission européenne a demandé à l'État français de céder, entre guillemets, pour une concurrence libre et non faussée, pour vendre 150 des 400 plus importants barrages hydroélectriques français. Imaginez-vous qu'il s'agit de l'indépendance énergétique de la France et surtout de coûts moindres pour les ménages français, car si ces barrages sont vendus à des organisations privées, eh bien le prix de l'électricité va forcément grimper, comme on le constate avec le prix des autoroutes ou même de l'eau, si on regarde qui sont les gestionnaires de l'eau et selon les régions de France. Encore une fois, la France va vendre ses bijoux de famille et donc on espère que l'État va se mobiliser pour défendre ces barrages hydroélectriques. On va demander à nos invités du jour ce qu'ils en pensent. Qui veut intervenir? Mathieu Béal. Je ne sais pas, moi j'ai parfois l'impression que l'Europe elle agit plus dans l'idéologie que dans un raisonnement pragmatique par rapport au pays, au territoire. Et ça me dérange beaucoup parce qu'on veut tous de l'Europe, mais j'ai l'impression que ceux qui font l'Europe, ils n'écoutent pas. Parce que ça, c'est le genre de choses qui va choquer tout le monde. Et est-ce que ça va apporter du mieux? Franchement, c'est discutable. Ça n'a pas de rapport direct, mais ça me fait penser par exemple à le lobbying qui se fait à Bruxelles par des cabinets d'avocats qui sont parfois d'ailleurs des émanations de cabinets américains. Est-ce que ça a eu du poids par exemple dans certaines décisions, dans celle-ci ou dans d'autres? Les États-Unis en la matière, ils ont des régulations ils ont des obligations de transparence par rapport à ces cabinets d'avocats, par exemple. En Europe, il n'y a aucune régulation de ces cabinets de lobbyistes. Moi, je serais curieux de savoir d'où sort cette décision et comment elle a été prise, comment elle a été influencée et est-ce que c'est lié à justement tout ce lobbying très actif à Bruxelles et complètement déréglementé. Alors même que c'est des pratiques qui nous viennent des États-Unis, mais les États-Unis, eux, les régulent mieux chez eux. Voilà, c'est des interrogations. Effectivement, ce sont les questions qu'on peut se poser. Merci Mathieu Béal de les avoir posées. Dernière info du jour, c'est le Parlement européen qui entérine l'interdiction du plastique à usage unique dans l'Union européenne pour 2021, s'il existe des alternatives. Et donc c'est une notion importante, ce terme de ce que je viens de dire, c'est-à-dire s'il existe des alternatives. Donc une dizaine de catégories de produits comprenant les couverts, les assiettes, les cotons-tiges, les pailles, les touillettes de café, les bâtonnets pour ballons seront interdits s'il existe des alternatives. La décision a été prise hier car ces produits polluent les océans et quand on voit combien une baleine peut avaler de plastique, on est quand même effaré. Pour les emballages en plastique des aliments prêts à être consommés, l'objectif est de réduire leur consommation au niveau national et d'être plus exigeant sur leur conception et leurs étiquetages. L'Union européenne s'attaque également au plastique dit oxodégradable, c'est-à-dire étiqueté biodégradable de façon abusive, et aux récipients alimentaires et gobelets en polystyrène expansé, accessoire bien connu des habitués des repas à emporter. La législation sur laquelle un accord avait été obtenu fin décembre entre les institutions européennes fixe d'ailleurs un objectif de collecte de 90% pour les bouteilles en plastique d'ici 2029. Je crois que ça nous intéresse tous parce qu'il faut faire attention à notre environnement. Vous êtes bien d'accord, Hervé Chevreau? Oui, je pense qu'on en est tous d'accord et tous conscients. On trouve toujours des alternatives dès l'instant que l'on veut remplacer un produit par un autre produit, une matière par une autre matière. Ce qu'il faut surtout avoir à l'esprit, au-delà de cette pollution de la planète, comme vous nous l'avez dit effectivement, il faut s'assurer que les mêmes produits, on ne continue pas à les vendre à l'étranger et dans des pays qui eux-mêmes n'ont pas les moyens effectivement d'acheter des matières qui soient différentes que celles du plastique. Parce que quand on regarde en Afrique subsaharienne, moi pour avoir été plusieurs fois au Sénégal, vous avez des champs de plastique. Quand je dis des champs de plastique, parce que tous ces sacs plastiques sont enterrés par le vent on va dire dans le désert. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. C'est que on interdit chez nous, on le tolère ailleurs. Donc la pollution, quelque part, on se donne bonne conscience en se disant on peut utiliser, mais les mêmes fabricants vont continuer à fabriquer pour des pays qui n'ont pas les moyens effectivement d'investir dans d'autres technologies. C'est sûr qu'il faudrait harmoniser pour le monde entier ce type. Bien sûr, bien sûr.
En tout cas, merci beaucoup pour ce commentaire. Mathieu Béal, ça Oui, vous interpelle? Ah, complètement, mais c'est global tout ça. C'est le plastique, c'est notre assiette, ce qu'on a dans notre assiette, d'où ça vient, comment c'est produit. J'espère qu'on arrive à la fin d'un cycle et qu'on en commence un meilleur, hein, même si parfois j'ai l'impression que c'est très marginal encore et que c'est du confort de riche dans les villes occidentales et malheureusement, voilà, j'espère que c'est un mouvement plus global. Et d'ailleurs à ce sujet, je voulais faire une petite transition pour faire la promotion d'un reportage sur Arte qui n'est pas lié au plastique mais lié aux antibiotiques. Dans l'utilisation, les effets abusives des antibiotiques pour la production, enfin l'élevage de poulets ou d'autres animaux. Des antibiotiques qui sont utilisés chez les hommes pour soigner. Parfois même c'est des antibiotiques de réserve, donc c'est ceux qu'on utilise en dernier ressort. Et ce sont apparemment, il semblerait que dans le reportage, on utilise ces antibiotiques pour l'élevage des animaux. Et ça, c'est par exemple un autre type de pratique scandaleuse et graves qui peuvent mettre en danger même le futur, parce que si on crée des résistances chez les humains, à un moment, on risque de se retrouver sans traitement. Et les dates sont même annoncées, c'est-à-dire qu'ils disent que vers 2035, on craint des résistances par rapport à des souches de bactéries mutantes et très résistantes aux antibiotiques. Donc ça, c'est, je crois, dans la même lignée que les plastiques. Il ne faut rien lâcher, il faut être de plus en plus vigilant sur tout ce qui est dans notre assiette et autour de l'assiette ou de la nourriture. Merci Mathieu Béal, merci à vous tous pour ces commentaires au niveau des infos. On va s'arrêter là pour les infos, parce que sinon il y en a encore plein, mais il faut vous laisser du temps de parole. Donc je vous propose de faire tout de suite une jolie pause musicale avec Bobby Ebb pour Sunny. Il faut baisser le son en studio. Le son. Qu'est-ce qu'il a? J'utilise plutôt Afrique du Sud, Amérique du Sud. Et voilà, comme c'est baptême un peu il y a longtemps, je fais pas de. Pardon? Je reviens pas trop, mais c'est vrai que même par rapport à l'histoire du plastique et tout ce qui est éco-responsable, nous c'est le. Enfin, en tout cas, moi j'en ai fait mon éthique de travail. Du fait de travailler de la matière tout se transforme finalement. D'une part, et puis surtout, c'est que déjà, de travailler de matière naturelle, il n'y a pas de notion de déchet. Parce que c'est compliqué de dire du vivant que c'est du déchet. Donc, c'est notre approche de la matière et le fait de le faire de façon artisanale et justement en dehors d'une forme d'industrie du luxe qui prône aussi beaucoup le quantitatif. Parce que c'est une volonté de rester petit, c'est pas parce que je sais pas faire autrement, c'est pas un coût de la vie, c'est un choix, c'est une vraie stratégie. C'est aussi l'assurance de préserver. Est-ce que vous travaillez seul ou bien vous pourriez prendre des... Non, parce que alors je travaille parfois seul, j'ai une équipe qui évolue en fonction des projets, ce qui me permet deux choses, déjà de ne pas m'imposer une structure trop lourde, mais aussi de pouvoir donner la possibilité à plus de personnes de rentrer en contact avec ce qu'on fait, parce que j'aime bien inclure dans ma façon de travailler de la formation. Et de fait, je prends des jeunes parfois qui ne sont pas forcément liés à la plumasserie, parfois même pas liés à la mode. Ah oui? Oui, juste des gens qui ont envie, des gens que la création peut aussi amener à envisager la vie de façon différente. Comment vous arrivez à les rencontrer, ces gens-là? Alors, comme on est petit, c'est pratique, parce que je connais quand même pas mal de monde, on arrive à avoir le réseau, des gens qui nous arrivent, on nous propose. Là, par exemple, à Saint-Denis, le lycée Bartholdi, voilà, a depuis quelques années mon intérêt particulier, parce que je fais aussi de la maroquinerie, et ils ont une section de maroquinerie. On y retourne. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Hervé Chevroux, maire d'Épinay-sur-Seine et conseiller départemental de Seine-Saint-Denis, de David Potrel, directeur de la mission locale de Montmorency, de Mathieu Béal, enseignant à l'école de commerce l'ESCE, et de Éric Charles Donatien, artisan, donc plumassier de son état d'artisanat d'art.
Alors Hervé Chevaux, on va vous passer la parole tout de suite si vous voulez bien. On a beaucoup de choses à voir ensemble, notamment alors le grand débat national, on en est où? Qu'est-ce qui ressort pour Épinay-sur-Seine? Ce que l'on peut dire, ce grand débat, c'est qu'il perdure dans le temps. Il devait effectivement s'arrêter il y a quelques semaines, il continue. En tant que maire, je ne me suis pas du tout engagé dans ce débat pour différentes raisons. Je pense qu'on a des parlementaires de la République En Marche sur notre département Seine-Saint-Denis. Nous avons 4 parlementaires. J'ai invité ces 4 parlementaires effectivement à venir faire un débat. Sur les 4, un seul m'a répondu en me disant qu'il ne viendrait pas parce qu'il jugeait qu'il n'y avait pas d'utilité de faire ce débat sur la ville d'Épinay-sur-Seine, et les 3 autres n'ont pas répondu. Donc je pense que si le gouvernement organise un débat, c'est au moins aux parlementaires d'être présents, de l'organiser. Alors quelques associations ont suscité l'envie de faire le débat. Nous avons mis à disposition systématiquement des salles pour chacune de ces associations ou regroupements, je dirais, citoyens de spinaciens. Et à chaque fois, il y avait entre 10, 12, 15 personnes qui venaient à ce débat-là, enfin chez nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, de l'instant que ce n'est pas structuré, de l'instant qu'il n'y a pas une thématique au départ, je pense que les gens venaient plutôt pour faire des réunions de quartier. Ce n'était pas l'objectif. C'est surtout pour cela que je ne voulais pas m'engager dans ce débat. Je ne voulais pas que ça devienne une réunion de quartier. Et je pense que si les parlementaires ne viennent pas au débat, au contact de la population, je parle des parlementaires de la République En Marche, ce n'est pas au maire de venir constituer le débat pour le président de la République. C'est-à-dire que vous estimez que vous êtes suffisamment au contact donc de la population, que vous n'avez pas organisé en fait ce débat, c'est ça que vous voulez dire? Oui, et ce débat-là, on l'a en permanence, effectivement, à travers les réunions publiques, on l'a en permanence sur des remontées de terrain que l'on fait directement au préfet, aux instances, à nos instances. On a la chance d'avoir l'association des maires d'Île-de-France, d'avoir l'association des maires de France qui sont nos relais. Alors effectivement, dès le départ, on n'a pas attendu le grand débat à Épinay-sur-Seine pour mettre un cahier de doléances ou un cahier de réclamation. C'était fait mi-décembre. Épinay-sur-Seine, on l'a mis en place avec l'association des maires d'Île-de-France. Mais surtout, quand on fait remonter des informations à l'ensemble des ministres, enfin en fonction de leurs compétences sur des fermetures de services publics, et qu'on n'a pas de retour derrière, on voit plutôt que l'on a des services publics qui ferment, je dirais, d'année en année. Et je dis souvent, si ça continue dans nos villes, eh bien, il va rester plus que l'école qui sera vraiment le service public. On n'aura plus du tout de service public. C'est ça qui est une catastrophe. Lorsqu'on voit que la trésorerie, je parle d'Épinay-sur-Seine, on a perdu tout ce qui était fiscalité. Il faut aller sur le centre des impôts de Saint-Ouen. Lorsqu'on voit qu'il y a la fusion au niveau des commissariats, bien sûr on a la chance de garder notre commissariat, mais dès le samedi, les gens qui veulent déposer plainte sont obligés de se déplacer à Stein, parce qu'effectivement il y a une fusion, mais c'est partout en France, c'est pas lié spécialement à Épinay-sur-Seine ou à notre département. Lorsque l'on voit que la CPAM qui était ouverte, donc l'assurance maladie qui était ouverte effectivement 5 jours sur 5 à Épinay-sur-Seine sans rendez-vous, maintenant elle reçoit le public uniquement sur rendez-vous. Ah oui. Donc voilà, c'est tout ce service public. Et dans des départements, des villes comme les nôtres, alors on vous dit oui, mais vous allez sur le site Amélie, vous allez sur Internet, vous allez faire vos démarches, sauf qu'on a du public qui ne maîtrise pas l'outil informatique, il y a la fracture numérique encore chez nous. Et voilà, toutes ces choses-là font que l'on a besoin vraiment de services publics. Et je pense que lorsqu'on leur montre cela depuis des années, quel que soit le président de la République, on a pu avoir de droite comme de gauche, et qu'on voit que ça n'aboutit pas, où on a une perte de services publics, je crois que ce grand débat, voilà. Donc vous dites perte de service public depuis des années, il vous reste donc l'école, la poste? Oui, bien sûr, l'école, la poste, le commissariat, les services d'impôts, mais uniquement pour les prestations que les administrés payent pour leurs enfants, tout ce qui est prestations scolaires, périscolaires, pour les personnes âgées, voilà. Mais par contre, tout ce qui est fiscalité pure, ils sont obligés de se déplacer à Saint-Ouen. Mais c'est partout sur le territoire. Donc comme l'ensemble des maires, quelle que soit d'ailleurs leur appartenance politique, vous dénoncez le fait que on ne fait pas appel au corps intermédiaire, comme on dit, c'est-à-dire à vous, on ne vous écoute pas. On n'est pas suffisamment écouté. On remonte les informations systématiquement, mais on s'aperçoit que derrière, nous ne sommes pas écoutés pour tout un tas de raisons. Je peux comprendre qu'il y a trop de services publics, que ça coûte cher. Le problème, c'est que l'on paye de plus en plus d'impôts et on a de moins en moins de services publics. Donc, on peut se poser des bonnes questions. Alors justement, puisque vous venez sur ce sujet, la question que tout le monde se pose, et vous en avez parlé tout à l'heure pendant les infos, c'est le millefeuille administratif et c'est les dépenses de l'État. Hier, je parlais du budget, j'ai annoncé les chiffres du budget de l'État, qui donc la dette, notamment je parlais de la dette hier aux infos du jour. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'on sait que c'est l'État et non pas les collectivités publiques qui participent à cette dette? Comment on pourrait réduire les dépenses de l'État, à votre avis?
Je pense qu'il faut effectivement réduire le nombre d'élus. Je pense que ça, tout le monde le dit, mais une fois qu'on a dit cela, c'est pas cela qui va faire que l'État s'en sortira beaucoup mieux. Mais je pense que si on supprime malgré tout des structures de collectivités, moi je parlais tout à l'heure du département, mais on peut aller peut-être beaucoup plus loin, et là on fera de réelles économies. Après, je pense qu'il faut mettre les moyens là où on en a besoin. Je pense que l'éducation, la recherche, aujourd'hui on parlait d'emploi, mais on n'a quasiment plus de recherche en France. On n'invente plus rien en France. Il y a une époque, on inventait tout un tas de choses. Et dès l'instant que l'on crée de la recherche, que l'on crée de l'innovation, on va effectivement créer de l'emploi. Je pense qu'on a un vrai travail à faire. En fait, on voulait dire qu'on subventionne ou on finance des choses qui ne devraient pas être financées par l'État et que l'État devrait se recentrer sur ses missions premières. Mais exactement, l'État devrait se recentrer sur ses missions premières, comme devraient le faire les collectivités. De toute manière, on y sera obligé, parce que on s'aperçoit même dans nos villes que l'on finance et que l'on aide certaines associations autres, et ce ne sont pas nos compétences. Mais tôt ou tard, on sera bien obligé de se recentrer du fait qu'il y a de moins en moins d'argent sur les compétences de chacune des collectivités. Oui, est-ce que par moment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que par moment l'État ne veut pas remplacer l'initiative privée, justement ? Ne veut pas ou ne peut pas? Non. Est-ce que l'État, par moment, remplace les initiatives privées? Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'État laisse un peu du champ plus aux initiatives privées? Bien sûr, il faut laisser du champ aux initiatives privées. Je pense que les entreprises sont là, effectivement. Ce sont les entreprises qui créent l'emploi de toute manière. Ce n'est pas l'État qui crée l'emploi, ce n'est pas la fonction publique qui crée l'emploi, même si on a énormément de salariés dans chacune de nos communes, de nos collectivités. Mais il faut laisser le libre choix aux entreprises privées. Oui, il faut libéraliser, bien sûr. Alors, autre sujet avec vous, si vous voulez bien, Hervé Chevreau, en tant que maire d'Épinay-sur-Seine, c'est ce que vous venez de faire, c'est-à-dire de racheter les terrains des anciens laboratoires Éclair. Donc, que va-t-il se passer? Parce que c'est un magnifique parc de 4 hectares. Que va-t-il se passer? Quelle est votre idée? Magnifique parc, c'est effectivement plus de 4 hectares. Aujourd'hui, on pourrait dire d'une friche industrielle, parce que les laboratoires Éclair, pour ceux et ceux qui s'intéressent au cinéma, les 3/4 des films étaient à la fin signés Laboratoire Éclair. On voyait toujours le logo et avec marqué Épinay-sur-Seine. Les laboratoires Éclair n'ont pas pris le virage du numérique, malheureusement, comme beaucoup d'autres entreprises. Ils n'ont pas su prendre ce virage-là, parce que le laboratoire Éclair, effectivement, ils faisaient tout ce qui était tournage, tout ce qui était doublage, tout ce qui était post-production. Ils faisaient énormément de travail. Il y a eu jusqu'à 400, voire 500 personnes qui travaillaient sur ce site à Épinay-sur-Seine. J'ai souhaité le racheter pour pas que ça devienne autre chose, ou des entrepôts Sugar, en plein centre Sugar, une autre marque, en plein centre-ville. Quand même 4 hectares en centre-ville avec le tramway, le centre commercial, tous les services publics qui sont à côté. Voilà, je dis on va le racheter. Alors effectivement, c'est un gros dossier, parce qu'il y a aussi le problème de pollution qu'il faudra traiter sur ce site-là, parce que tout ce qui était argentique, il y a énormément de pollution, mais néanmoins je souhaitais le racheter pour qu'on n'en fasse pas n'importe quoi, et que les promoteurs ne viennent pas effectivement mettre du logement à cet endroit-là. Et là, ce qu'on a décidé avec l'ensemble des élus, c'est de lancer un appel à idées, ne sachant pas quoi réellement en faire. On lance un appel à idées, davantage tourné sur la culture, mais surtout ouvert à l'ensemble de la population d'Épinay-sur-Seine, bien sûr, mais au-delà, un peu comme le 104 à Paris, un lieu de vie, un lieu de culture, un lieu de mouvement. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc d'où l'intérêt de l'appel à idées. Donc en fait aujourd'hui, on peut dire qu'au bar de l'économie, vous lancez un appel à idées sur le terrain des 4 hectares des anciens laboratoires Éclair. Exactement, celles et ceux qui souhaiteraient s'impliquer dans ce lieu, avoir une idée, et puis venir avec un projet. Parce qu'on peut avoir des idées, mais après il faut que ce soit viable. Parce que quand on parle de culture, et c'est très intéressant, la problématique que l'on pourra avoir, c'est effectivement les déficits et les budgets de fonctionnement pour équilibrer ces opérations-là. Mais on peut mélanger effectivement des startups, de la culture, du restaurant. Voilà, on peut réfléchir plein de choses à l'intérieur, sur 4 hectares. En fait, trop d'idées finalement, et du coup, il faut faire un laboratoire d'idées. Donc on lance un appel à tous ceux qui nous écoutent et à tous les mécènes éventuellement qui voudraient investir. On va demander à nos invités aujourd'hui ce qu'ils en pensent. Mathieu Béal. J'ai juste une question. En fait, les bâtiments vont être conservés ou c'est... Je pensais à l'initiative à la Halle Fraissinet vers Bercy de Xavier Niel qui donne quelque chose d'assez intéressant en plus, puis ça fait une pépinière d'entreprise, etc. Aujourd'hui, on se posait la question, est-ce qu'on détruit l'ensemble des bâtiments ou pas? Et j'ai dit non, on va conserver, et c'est le projet qui nous dira qu'est-ce que l'on garde et ce qu'on ne garde pas. Je pense qu'il faut conserver peut-être une partie, peut-être tout, voilà, on ne sait pas. C'est vraiment le projet qui nous dira ce que l'on doit faire. Alors donc du coup, Hervé Chevreau, si quelqu'un est intéressé, il fait comment pour vous contacter? Qui contacte-t-il? Directement le maire. Directement, voilà, on écrit au maire, voilà. Ou on le contacte par Internet. Voilà, il y a certains projets, des projets aussi importants que celui-ci. C'est bien que le maire porte ce projet-là, le premier adjoint à la culture, bien sûr aussi, Patrice Konieczny, mais c'est bien que le maire porte un projet comme celui-ci.
D'ailleurs, vous aviez un numéro de téléphone de ligne directe au tout début que vous aviez mis en place un certain nombre de jours par semaine pour que les spinaciens puissent vous contacter. C'est toujours en place? Depuis 2001, tous les lundis, sauf vraiment si je suis absent ou, voilà, pour des raisons professionnelles, mais tous les lundis, il y a Allô Monsieur le maire de 18h à 20h et les gens peuvent me contacter directement et je réponds bien sûr à l'ensemble des questions Voilà, des spinaciens. donc, pour Tous les lundis depuis 2001. Pour la boîte à idées sur les terrains des anciens laboratoires éclairs, on peut aussi vous contacter par téléphone le lundi de 18h à 20h. Autre sujet avec vous, c'est l'urbanisme, bien évidemment, un sujet récurrent pour toutes les villes d'ailleurs. C'est votre programme de rénovation urbaine. Alors, que va-t-il se passer donc à Épinay dans les prochains mois? Dans les prochains mois, je dirais les prochaines années, voire au-delà, parce que la rénovation urbaine, on parle, on pourrait dire, plus de 10 ans pour retraiter certains quartiers. On a la chance, si on peut dire cette chance, moi, certains me disent oui, effectivement, c'est bien pour Épinay, tu as de la chance d'avoir été retenu. On a 2 quartiers qui sont retenus au niveau du programme de rénovation urbaine. Au niveau national, c'est le quartier d'Orgemont et le quartier de la Source-les-Prelles, et le centre-ville au niveau régional, pour terminer ce que l'on a à faire sur le centre-ville d'Épinay-sur-Seine. Et si on a cette chance, c'est parce que malheureusement, ces quartiers-là ont été délaissés depuis des décennies et des décennies. Il faut faire un vrai travail. Moi, je dis toujours, le quartier d'Orgemont, c'est 11 000 habitants, c'est aussi grand que le Vitaneuse, le Bourget, un peu plus petit qu'Enghien, très certainement, mais c'est une ville à part entière. Et on se doit travailler dans ce quartier-là, sur le logement, bien sûr, parce qu'on aura un vrai programme de démolition en construction sur ce secteur, mais aussi sur les espaces publics, sur les équipements publics, sur le commerce. Voilà, c'est un chantier à part entière, c'est une ville un morceau de ville que l'on va reconstruire. Et je suis très heureux que l'on puisse, avant la fin de l'année, signer une convention avec l'ensemble de nos partenaires et l'Agence nationale de rénovation urbaine pour amener un plus et un mieux dans ces quartiers-là qui va nous amener sur 10 ans, 15 ans et peut-être 20 ans. Le centre-ville d'Épinay-sur-Seine, on a signé la convention de mémoire en 2003, nous sommes en 2019 et il nous reste encore une tour qui est en démolition, 2 tours qui vont être détruites. Voilà, donc c'est des projets sur plusieurs décennies. Bien sûr. Alors donc, vous avez créé une réserve écologique et pédagogique. Elle devrait ouvrir à la fin de l'année, logiquement. Oui, dans notre jargon, on l'appelle la réserve C1 qui se trouve rue de Saint-Gratien, l'angle de la rue de Saint-Gratien et de l'avenue Gallieni, à proximité d'Enghien. On a un peu plus d'1 hectare qui a été fermé depuis toujours à la population. Alors, il y avait des jardins familiaux ou des jardins ouvriers à certains endroits. Et là, on a décidé de l'ouvrir, d'en faire une vraie réserve, je dirais, pédagogique pour les enfants, mais aussi pour les adultes, avec des jardins familiaux, des jardins partagés, des lieux de détente. Mais tout cela en gardant l'esprit jardin, l'esprit verger, comme on peut le trouver. Alors bien sûr, ça va être nettoyé, ça va être entièrement aménagé. Et tous les matériaux, parce qu'il y avait des anciennes maisons qui ont été détruites, qui sont tombées, et il va y avoir on va réaliser une réserve pour les hérissons, pour les oiseaux. Voilà, il y a des endroits, des zones qui ne seront pas accessibles au public, justement pour permettre à la faune et la flore de continuer de vivre comme elle le fait aujourd'hui. 1 hectare, il n'y a personne qui vient dessus, la faune et la flore se développent sans aucun problème. Voilà, donc c'est ce travail-là. Et on va aussi construire à proximité, en abord de la rue Saint-Gratien, toujours dans cette réserve, la maison de la nature, la maison de l'environnement, je ne sais pas comment on lui donnera, quel nom on lui donnera, de telle façon que tous les scolaires, mais pas que les scolaires, puissent venir dans ce lieu découvrir ce que c'est vraiment l'environnement. Oui, ce qui est quand même appréciable. D'ailleurs, on le voit, sur Enghien, les canards sauvages sont revenus. Et le couple qui vient chaque année, aujourd'hui, cette année, ils sont 4. Et donc, on les voit passer à côté des voitures. Ils marchent à la fois sur le macadam et à la fois dans les parcs. Donc, c'est assez amusant. Merci beaucoup, Hervé Chevroux. Alors, pour finir, peut-être, on peut parler de l'actualité culturelle. Jeudi 4 avril, à 20h30, vous accueillez Kevin Razi. Et vous avez d'ailleurs accueilli Patrick Fiori récemment, donc je pense au Grand Corps Malade encore. Donc je pense que c'est une belle soirée en perspective. Donc je répète, le 4 avril à l'espace Lumière. Et puis sur les berges de Seine, alors le 13 mai, ça c'est votre bébé. Oui, je ne sais pas si c'est mon bébé, mais c'est un objectif que nous avions avec l'ensemble des élus. On a la chance d'avoir près de 4 km de berges, de chemins de halage qui n'ont jamais été industrialisés. Il n'y a aucun véhicule qui circule sur ces berges-là. Et on a souhaité, au-delà des berges, de l'aménagement qui est fait. La métropole du Grand Paris, là encore une fois, on parlait de collectivité, l'intérêt de la métropole a investi énormément d'argent sur nos berges. L'objectif, c'est de refaire découvrir ces berges. On s'aperçoit que le week-end ou le mercredi, on rencontre quasiment les mêmes personnes sur ces berges qui en profitent et à la limite ils sont heureux parce qu'ils sont plus ou moins tranquilles. Mais là le fait d'aménager avec des jeux pour enfants, avec des espaces pour pique-niquer, avec des lieux de détente pour l'ensemble de nos habitants,
font et fait que les gens reviennent sur les berges de Seine et découvrent ces berges de Seine. Pardon. Et là, ce que l'on souhaitait, c'est ramener de l'animation. Donc, on va faire, entre le mois de mai et le mois d'octobre, tous les mercredis et tous les dimanches, des animations. Alors, ça va des animations culturelles, on pourrait des sportifs, réflexion, peinture, pêche, voilà. Mais on va avoir un vrai programme qui va nous amener jusqu'au mois d'octobre pour justement faire découvrir ces berges, mais aussi avec de l'animation, pas uniquement de la promenade bucolique. Voilà, donc ça c'est à partir du 13 mai jusqu'au mois d'octobre, comme vous venez de le dire. Exactement. Et c'est vrai que c'est magnifique, ces Berges-sur-Seine, et il y a des résidences, ceux qui habitent là, ils sont bien lotis parce qu'ils ont vu sur l'eau, donc c'est très agréable. Et puis bien sûr, comme chaque année, vous faites aussi une fête de la musique le 21 juin. Je vous propose, Hervé Chevreau, de faire une pause musicale avec Sting et Shaggy. On va écouter Just Once Lifetime. Oui. C'est chouette. Moi, j'aime bien. Moi, je peux Non, dire ça, c'est que le- projets. Ça arrive. Ah, c'est le jingle. Le jingle. Les villes aussi, personnellement aussi. Les villes ont Il fait ça pour se donner du temps. de se Oui, Oui, il faut. Non, j'ai cru qu'en Donc fait, là, le on jingle, a- c'était la chanson. Ouais, chez- ouais, chez- Philippe, là c'est un extrait, hein, il faut qu'on active. Ça occupe. Donc, C'est parce que tu parles pas assez vite, c'est pour ça. Si, je sais pas comment on fait pour parler si vite et pour parler. je parle trop vite. Non, mais pour réussir à tenir le. Ah, stop. Ah ouais, voilà, je sais pas. Non, mais c'est pas évident. Voilà. C'est l'entraînement. Ça va y aller. Les soirs, tu me dopes. Bel état d'esprit. C'est l'entraînement. Non, c'est mon énergie naturelle, tout Ah, bon, simplement. ça va. C'est de l'orange, c'est de l'orange, et vous partez. Je peux pas prendre de vitamine C, sinon je dors pas de la nuit. Ah, oui, c'est vrai. T'es en Halloween aujourd'hui. Je suis en Ça Halloween. doit, Ah, mais on- j'ai vu les C'est enfants. non, c'est pas l'autre. Mais non, c'est la fin octobre. Ah oui, Bah, c'est quoi, quoi ça marche. Non, parce que j'ai vu les enfants déguisés marrant. là, dans les écoles. Là. Oui, c'est carnaval dans les écoles. Ah, voilà. Ça, oui, c'est carnaval dans les écoles. Carnaval, j'ai vu passer ça. C'est bien ce qui me semble. David Potrel, c'est à vous. Hervé, est-ce que vous voulez dire d'autres choses? Bon, ah non, mais gardez le micro parce que on va parler en Ah, mais pro. j'ai pas fait attention qu'il avait le micro. Ils ont tous des micros. C'est le micro. Je l'ai bien, vous avez le Voilà. vôtre. Là-dessus. On y retourne? On y retourne? Et c'était donc un extrait de Sting et Shaggy de leur titre Just One Lifetime. Alors, second sujet du jour, eh bien, c'est l'emploi. On est très intéressé par l'emploi, voire de l'économie, mais bien sûr. Et aujourd'hui, on a la chance d'être avec David Potrel. Donc, vous êtes directeur de la mission locale de la vallée de Montmorency. Et alors, ça y est, beaucoup de rendez-vous comme tous les mois, et notamment en mars. Mais déjà, dites-nous un petit peu la mission justement la mission locale de la vallée de Montmorency. Réexpliquez-nous. Alors, la mission locale accueille tous les jeunes de 16-25 ans qui ont quitté le système scolaire. Donc, quitter le système scolaire, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Donc, on a pu abandonner l'école, mais on a pu aussi terminer ses études tout simplement. Et nous sommes un vrai lieu ressource où nous accompagnons les jeunes, mais dans l'ensemble de leurs problématiques. C'est-à-dire qu'on accompagne dans le recherche d'un emploi, bien évidemment, mais aussi sur une formation complémentaire, réorientation, des problématiques santé, etc., etc. Et notre objectif est l'emploi, ni plus ni moins, d'amener tous nos jeunes vers l'emploi. Et pour une structure comme la nôtre, ça représente sur les 12 communes sur lesquelles nous intervenons, 4800 jeunes. Donc ce n'est pas neutre. Non, c'est pas neutre, 4800 jeunes. Et justement, un joli programme en ce moment, c'est la possibilité de faire des formations, justement si on veut changer de métier ou être en reconversion. Et là, vous accompagnez des jeunes et des moins jeunes. Jusqu'à quel âge est-ce qu'on considère qu'on est jeune pour vous? Alors, dans la définition d'une mission locale, c'est 26 ans. 26 il y ans. a quelques dispositifs qui nous emmènent à 30 ans. Vous voyez, on tire un petit peu la corde. Oui, de nombreuses choses sont au programme. Alors, on est très productif. On se pose beaucoup de questions sur les réalités locales, les réalités du monde de l'emploi, les besoins des employeurs. Donc, on rencontre beaucoup de gens, beaucoup d'élus aussi. On a besoin de comprendre quels sont les vrais besoins. Et effectivement, on sent qu'il y a un énorme décalage entre ce qu'attend un jeune et ce qu'attend un employeur. Méconnaissance des métiers, méconnaissance des attentes, des codes, ni plus ni moins. Et notre rôle, c'est de mettre en place de nombreuses opérations pour justement faire rencontrer ces deux mondes différents
Alors je prends l'exemple des cafés des métiers, où on regroupe dans une même pièce un chef d'entreprise qui va nous parler de son métier, un centre de formation qui va expliquer ce que l'on va y faire, et puis des jeunes qui ont plein de questions. Et l'idée est de, encore une fois, casser les codes, comprendre. Quand on parle de chauffeur poids lourd, par exemple, qui a été la dernière opération que l'on a pu mener, les jeunes peuvent avoir des représentations avec l'international, etc. Alors que on s'aperçoit très rapidement que le chauffeur poids lourd est plutôt local. Voilà, donc on va casser ces codes, on va comprendre comment les choses fonctionnent. Est-ce que les jeunes, enfin on dit que les jeunes n'ont plus tellement connaissance des métiers manuels, de l'industrie notamment, puisque la semaine dernière c'était la semaine de l'industrie, on a vu qu'il y a une dizaine de métiers en tension, comme on dit dans le Val d'Oise, en tout cas qu'il y a beaucoup de besoins et beaucoup d'emplois à la clé, notamment parce qu'on a un beau secteur industriel et en particulier dans l'aéronautique en Val d'Oise. Comment est-ce que c'est pas le fait d'avoir poussé tous les jeunes à passer le bac, ou du coup on perd un peu cette notion de métier manuel? Comment vous le sentez? Oui, complètement. Dans le système que l'on a aujourd'hui dans notre pays, on encourage tout le monde à faire des études, ce qui est quelque part plutôt une très bonne nouvelle, mais on a un peu occulté toutes ces formations très professionnelles. Ce qui est assez incroyable, c'est que quand vous sortez avec certains masters ou certaines licences, vous êtes en grande difficulté pour trouver un emploi, et quand parfois vous sortez avec un BEP ou un bac professionnel sur un métier très technique, vous avez déjà un emploi avant même d'avoir eu votre diplôme. Donc il y a quand même un décalage assez impressionnant. Et vous avez raison, la grande conclusion de la semaine de l'industrie, c'est qu'il y a énormément de demandes d'emploi, il y a aussi énormément d'employeurs qui sont prêts à jouer le jeu, mais en face, le public est assez hésitant. Prenons, je sors de l'industrie, les métiers du bâtiment. Il y a de très nombreuses entreprises en très grande difficulté du fait de l'absence de main-d'œuvre. Et nous avons beaucoup de mal à convaincre les jeunes à visiter un chantier. Alors, vous voyez, ce décalage est assez incroyable. Alors parce que l'image du bâtiment est peut-être pas valorisante, je vous dirais, je n'en sais rien. Les salaires sont bons, les conditions de travail sont globalement assez bonnes. On a des employeurs qui sont assez attentifs à leurs salariés. Voilà, donc on convainc, on emmène, on bouscule et on pose des vraies questions. On a l'impression que les jeunes ne pensent que aux sociétés qui font de la pub à la télévision et pas aux vrais métiers qui font la base finalement d'un pays. Non, comment ils perçoivent? J'ai une autre vision des choses. Il y a quelques années, un jeune avait pour vision d'avenir la maison, une femme, des enfants, d'être près de la cheminée, d'être propriétaire. Enfin voilà, c'est cliché, hein, peut-être un peu basique, mais c'était la vision d'avenir que l'on avait. Aujourd'hui, un jeune ne sait pas vraiment ce qu'il va le faire demain. Donc autant vous dire que dans 10 ans, c'est un peu compliqué. Il y a un bouleversement sociétal assez important où nous devons, nous, accepter que nos jeunes qui rentrent sur le marché d'emploi sont un peu libres de penser, c'est-à-dire que clairement, ils sont là aujourd'hui, mais demain seront peut-être ailleurs, sur un autre métier. Et donc, ils ont besoin de ça. Et donc, nous devons nous adapter à ce genre de pensée. En interne, à la mission locale, sur les recrutements assez récents que j'ai pu faire, j'ai embauché quelques jeunes. Ils ne sont pas intéressés par un CDI, ils ne sont pas intéressés par tout un tas d'avantages qui étaient importants à nos yeux. Par contre, ils sont intéressés à la mission, ils sont intéressés à la chance qu'on va leur donner, à l'expérience qu'ils vont capitaliser, en vous disant très clairement que d'ici 2-3 ans, ils seront probablement ailleurs. Voilà, il faut qu'on s'adapte à ce genre de choses. Est-ce qu'ils ont conscience que dans l'industrie, ça paye beaucoup plus que dans les services? Oui et non, oui, ils en ont conscience puisqu'on leur explique. Maintenant, je crois aussi que autre chose qu'il faut un petit peu se sortir de la tête, c'est qu'un jeune est bien évidemment intéressé par l'argent pour vivre, mais un jeune est aussi intéressé par avoir de l'argent pour vivre son quotidien. Donc on n'attire plus le jeune avec des grandes sommes d'argent. Alors, ne faisons pas de généralité, et bien évidemment, ça peut attirer quelques jeunes, mais on a des jeunes qui vivent avec pas grand-chose et ils ont envie d'avoir du temps pour eux, de faire de la musique, etc., etc. Donc voilà, il faut intégrer toute cette nouvelle manière d'intégrer de nouveaux salariés, tout simplement. Donc vous voulez dire que finalement, en fait, les jeunes sont plus intéressés par donner du sens à ce qu'ils font. Exactement. C'est ça.
Oui, mais d'un autre côté, il faut bien un minimum vital. On voit bien les manifestations des Gilets jaunes et le pouvoir, la bataille sur le pouvoir d'achat. Donc le jeune, il est pareil comme tout le monde. C'est-à-dire que quand on gagne de l'argent, si on se rend compte qu'on n'arrive pas à vivre, on devient mécontent. Oui, vous avez raison, mais prenons l'exemple du service civique, qui est une mission et non un emploi. C'est très important. C'est un énorme succès. C'est un énorme succès puisque alors majoritairement des jeunes peu diplômés vont en service civique. Vous voyez déjà les premiers clichés sont déjà tombés. Ils ont une indemnité qui est de 400 € et ils sont présents entre 20 et 24 heures dans une structure. Il y a un nombre très important de jeunes qui vont prendre ces missions-là. Pourquoi? Parce que les missions les intéressent. Oui, ce n'est pas nécessairement cette indemnité qui va les intéresser. C'est la mission. Ils ont besoin de se nourrir l'esprit, ils ont besoin d'aller un peu plus loin qu'un simple contrat de travail. Dans notre mission locale, nous accompagnons des jeunes vers la culture. C'est une de nos missions que nous avons. On utilise ces outils pour tout un tas de choses, dont par exemple la mobilité. Nous emmenons chaque semaine entre 10 et 15 jeunes visiter un musée. Mais nous n'avons aucune difficulté à mobiliser 10 à 15 jeunes. Alors vous voyez, on pourrait dire d'un côté, la culture ne les intéresse pas. Si, bien sûr, il faut juste la rendre accessible. Et dès qu'on va la rendre accessible, le public est intéressé, bien évidemment. C'est une autre manière donc de parler, c'est ça que vous voulez nous dire? Exactement. Nous cherchons à les confronter à une vraie réalité. Mathieu Béal, vous voulez réagir? Pour ramener un peu d'eau au moulin, hein, parce que comme je les côtoie un peu, ces jeunes, alors c'est pas forcément les mêmes, bien entendu, mais il y a des schémas qui sont assez proches et similaires. Et dans les projets récents qu'on a, enfin, ils ont un projet sur lequel ils travaillent, le choix, ils vont vers des choses un peu clichés, mais derrière, ils interprètent avec plus de personnalité, ils veulent donner du sens. Ça, c'est assez chouette. Par contre, en revanche, j'ai l'impression que, alors même que ça foisonne de tous les côtés, l'information n'a jamais été aussi disponible par rapport à moi quand j'étais étudiant. Je suis assez ébahi, effaré plutôt, en fait, de l'incapacité à aller chercher l'information, à la retraiter, alors que, je veux dire, ça commence par une recherche Google parfois, mais parfois, c'est très étonnant. Ils ont face à eux des outils qu'ils maîtrisent à certains égards bien mieux que nous, et en même temps ils sont incapables de les utiliser. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher la bonne information, vous voulez dire? Ils ont un peu de mal, ils papillonnent tellement que finalement ils ont un peu du mal à aller jusqu'au fond. Donc ça c'est à nous de leur enseigner et de leur dire attention, on se recadre, une source d'information elle se vérifie, il ne faut pas écouter n'importe quoi, il faut garder son jugement critique. Et parfois, voilà, c'est la frontière entre les deux. C'est étonnant, hein, parce que... Oui, mais il y a plusieurs choses. Enfin, au quotidien, vous voyez, 5000 jeunes commencent à donner une vision assez intéressante sociologiquement. D'un côté, on parle effectivement du smartphone, etc. Sur les 5000 jeunes qui fréquentent la structure, plus de 50% ne savent pas s'en servir. Voilà, donc il faut aussi sortir de le smartphone. Donc en fait, ils ne savent pas s'en servir. Non, carrément. ils savent singer un mouvement. Mais demandez à un jeune de modifier un paramètre dans son téléphone, vous allez voir que beaucoup vont être perdus. Ils savent aller sur une page Facebook, enfin, même si j'utilise... C'est le côté superficiel, vous voulez dire, mais c'est pas s'intéresser à la technologie du système. Exactement. Alors ce n'est pas la totalité des jeunes, bien évidemment, mais il y a une très forte population qui n'y a pas accès. Autre problématique, très forte population n'a pas accès à Internet. Donc on parle de la digitalisation, etc. Où est l'humain dans tout ça? Tout à l'heure, monsieur le maire parlait de la CAF, etc. Nous devenons des ateliers de saisie pour Pôle emploi, etc. Alors très bien, parce que ça fait de nous des lieux ressources, mais vous n'imaginez pas les compétences que ça nécessite parce que c'est très compliqué. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'il faut un petit peu voir. Et après, deuxième réponse, monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. Le millefeuille, un jeune aujourd'hui qui sort de l'école, entre la mission locale, le pôle emploi, des centres de formation, etc. Ah oui, c'est sûr que le catalogue, il est gigantesque. Mais quand vous commencez à pousser la porte de l'un, il vous envoie à l'autre. Voilà, nous, sur notre territoire, on a décidé de tous se parler.
Voilà, ça peut sembler un peu bizarre quand je vous dis ça, hein, mais on se parle. Ça nous semble, nous, dans le privé, finalement, ça nous semble naturel. Oui, Mais vous, finalement, ce que vous dites là, c'est que dans le domaine administratif, donc plus étatique, ça semble incongru. Finalement, on a l'impression que c'est une nouveauté que de fait que tout le monde se parle, oui, comme vous dites. mais complètement. Et alors pour plein de raisons. La première, c'est qu'on est des gens de conviction, donc on se bat pour nos jeunes, puis parfois on oublie de regarder le copain qui est à côté, vous voyez. Il y a ce genre de choses. Et puis attendez, il y a autre chose hein, qu'il faut aussi qu'il faut voir. Moi, j'ai vu l'évolution d'une mission locale où on est passé d'une structure d'accompagnement à une structure qui doit rendre des comptes. Alors, rendre des comptes n'est pas un problème, mais quand on vous donne un objectif de mise à l'emploi, enfin, vous voyez un petit peu le délire dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on est jugé au nombre de bâtons qui fait que vous avez mis des jeunes à l'emploi. Vous voyez, ce délire, il est assez incroyable. C'est-à-dire que finalement, on va finir par choisir les gamins parce qu'on va vouloir les meilleurs résultats. Ah oui, donc vous voulez dire que là, vous êtes une organisation, une institution finalement étatique, mais maintenant on vous met des objectifs comme si vous étiez une entreprise privée. Depuis des années. Alors c'est un bien aussi, vous voyez, parce qu'à un moment donné, on a besoin de savoir ce que l'on fait des sommes d'argent qui nous sont versées. Ce n'est pas choquant quelque part. Mais vous attendre avec un bâton en vous disant dites-moi, vous en êtes où, qu'est-ce que vous fichez, etc. Enfin, on ne s'inquiète plus de la problématique du jeune, on s'inquiète du résultat. Vous voyez, tout à l'heure, monsieur le maire disait, on se donne bonne conscience parfois avec l'écologie. Je vais vous donner un sentiment personnel. J'espère qu'on ne cherche pas à se donner bonne conscience avec l'insertion des jeunes. Voilà. Là, je pense qu'il y a suffisamment d'emplois. Là, j'écoutais des informations. Il y a 350 000 offres qui ne trouvent pas preneurs. Et il y en a 350 000 qui, elles, sont pourvues. Donc, il y a encore un gap. Oui. Et je pense d'ailleurs que notre artisan du jour a des commentaires à faire sur ce sujet. Éric Charles Donatien, vous voulez commenter? Oui, je voulais juste poser une question à M. Potrel et comprendre, parce que j'ai effectivement un contact avec un certain nombre de jeunes, mais peut-être dans une fenêtre un petit peu plus restreinte de par la taille de mon entreprise et puis de mon secteur. Et j'avais envie de comprendre comment était perçue la notion de l'effort au travail par les jeunes, la compréhension de la réalité de l'effort au travail, de son investissement personnel dans le cadre du travail, et est-ce que ça pouvait avoir un lien avec la différence d'intérêt qu'on pouvait retrouver entre des secteurs comme l'industrie ou les secteurs de services, et le ramener sur un troisième point à l'idée de ce que est notre environnement sociétal aujourd'hui en termes de communication, d'image, de publicité, de tout ce qui nous est renvoyé d'un point de vue général en termes de valeurs. Comment ils réagissent? Je vous en prie, David Potrel, si vous voulez bien répondre. Il y a beaucoup de questions. Oui, bien évidemment, il y a une forte influence de ce qu'on peut nous montrer dans les écrans et sur les réseaux sociaux, etc., et qui influence ces jeunes. Et ça, c'est une forte partie de notre activité. C'est-à-dire que l'on doit un peu casser ces codes et montrer la vraie réalité. Vous disiez tout à l'heure, quand on a une information, il faut la vérifier. Oui, alors ça va peut-être nous sembler évident, mais vous avez raison. Pour de nombreux jeunes, ce n'est pas si évident que ça. Donc il faut un petit peu aller chercher et voir comment les choses fonctionnent. L'effort au travail, c'est toujours difficile de répondre. D'un côté, vous aurez toujours des jeunes qui, par passion, on parlait tout à l'heure du service civique, si vous rentrez dans ce genre de dispositif, c'est que quelque part, vous avez une passion. Donc, il y aura toujours des jeunes avec passion, il y aura toujours des jeunes avec envie, fort heureusement. Maintenant, on doit aussi accepter qu'une forte partie de la population ne vient plus au travail pour que ça devienne le point central de sa vie, mais vient au travail pour vivre. Enfin, vous voyez, c'est ce gap-là qu'il faut absolument intégrer. De toute façon, un recrutement, c'est une rencontre. Ça match. Enfin, on passe plus de temps au travail avec ses collègues ou son patron, finalement, qu'avec son épouse ou ses enfants. Enfin, il faut être aussi un petit peu réaliste. Donc voilà, il faut arriver à créer un environnement qui va donner envie. Je reviens à mon premier propos. Il faut donner envie à un jeune. Voilà, on a plein d'outils chez nous qui, ne serait-ce qu'une visite d'entreprise. Vous voyez, il va y avoir la semaine des métiers d'art où il y aura des visites dans différents établissements. Je sais qu'il y a un verrier, par exemple, à Montigny. Pourquoi pas chez vous? Et l'idée est de sensibiliser les publics
à quelque chose qui va exister. Une fois qu'on va sensibiliser à cette existence-là, on va les accompagner. Une jeune fille en mission locale, notre mission locale, est en train de passer le concours de meilleur ouvrier de France dans la broderie d'art. Voilà, donc ça a été un long accompagnement. Alors elle est très très autonome, mais elle vient chez nous comme un support un petit peu pour poser les choses. Vous voyez, ça existe. Fort heureusement, ça existe avec bonheur. Et justement, vous proposez des rencontres assez inédites pour une mission locale. Donc, on va donner les prochains rendez-vous, si vous voulez bien. David Potrel, donc un job dating, ça c'est relativement classique, le 26 mars. Mais j'ai noté une opération avec du privé, notamment avec ADECO, une opération de recrutement multimétier le 4 avril. Le 4 avril aussi, un rallye apprentissage avec la ville de Sannois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis le 2 avril, donc c'est la semaine prochaine, tout ça, des opérations de recrutement avec la ville de Franconville. Voilà, ça c'est pour jusqu'au 4 avril. Et puis autre ce qui est intéressant aussi, c'est, comme vous disiez, les visites d'entreprise. Alors, quelle entreprise faites-vous visiter au mois d'avril? Sur le mois d'avril, il y a plusieurs... Plusieurs industries, effectivement. On a par exemple une entreprise qui s'appelle Schneider Electric qui est basée sur Franconville, qui a de forts besoins de recrutement. Et vous voyez, on reste toujours dans cette idée-là, découverte d'un métier. Qu'est-ce que propose cette entreprise? Quelles sont les conditions de travail? Comment on fonctionne? Et on y met en face des jeunes qui vont découvrir ce métier. Et on s'associe avec des centres de formation pour voir de quelle manière on va pouvoir faire évoluer nos jeunes. Alors ça, c'est le 18 avril pour ceux que ça intéresse. Exactement. Et puis ensuite, quelle autre entreprise allez-vous faire visiter? On a des entreprises sur le secteur du numérique qui seront particulièrement intéressantes, puisqu'il y a un fort développement et des énormes besoins de recrutement. Ce qui est aussi passionnant, c'est que ces entreprises sont prêtes à former, c'est-à-dire qu'elles vous embauchent sur votre bonne volonté et vont vous donner tous les outils de formation qui vont vous permettre d'avancer. Alors ce sera avec Sylvie Batignolles sur cette première opération. Et puis le 28 avril, je vais compléter en disant, ça c'est la visite du centre de formation de Veolia, qui a son propre centre de formation à Jouy-le-Moutier. Alors David Potrel, donc si on veut vous contacter, on fait comment? Eh bien, écoutez, il y a un site internet où vous allez retrouver toutes nos informations qui s'appelle mlvm.asso.fr. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter au 01 39 32 66 03. On répondra à toutes vos interrogations. Merci beaucoup David Potrel. Je vous propose de faire une nouvelle pause, mais cette fois non pas en musique, en chronique. On va dire bonjour à Jean-Claude Durousseau pour la chronique des entretiens médicaux d'Anguin. Et aujourd'hui, c'est sur le thème de la prostate. Je suis désolée. Florence a invité que des hommes. Témoignage, on voit ça tout de suite avec mes invités. Le professeur François Desgrandchamps, vous êtes professeur d'urologie à l'Université Paris 7 et vous êtes chef de service urologie à l'hôpital Saint-Louis. Et monsieur, pas médecin, monsieur Gérard Révy, donc vous avez été récemment diagnostiqué d'un cancer de la prostate et vous avez très gentiment accepté de venir témoigner sur le plateau de Capital Santé. Alors ça va commencer et puis vous allez nous raconter votre parcours. Alors votre parcours, finalement c'est un parcours assez classique. On vous fait des dosages PSA qui sont à peu près stables. Et puis un jour on dit quand même on va essayer de voir un petit peu mieux. On vous fait un IRM et là on vous trouve deux prostates, deux cancers, deux tumeurs de la prostate. Deux tumeurs sur la prostate. Ça s'est découvert assez récemment. Bon, j'ai appris ce cancer d'une manière assez brutale puisque l'urologue m'a annoncé cela par téléphone. Vous aviez dit à votre femme, bon, il y a l'IRM, on décide de faire une biopsie et vous lui aviez dit, bon, s'il m'appelle, c'est que c'est pas grave, et puis s'il me convoque, c'est lourd. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Tout à fait. Ça a été la douche froide un lundi matin, à 8h15 au petit déjeuner. Voilà, monsieur Revy, mon docteur X. Voilà, j'ai eu le résultat de votre IRM, de votre biopsie. Voilà, ça se présente mal. Vous avez un cancer. Il faudra que je voie assez rapidement. Et vous allez très rapidement. C'était au début du mois de juillet. Vous l'avez dire sur la prostate. Et deux, vous met la pression. Ça a été une pression immédiate dans le sens que c'était aux alentours 7-8 juillet. Il me dit voilà, je pars le 13 juillet. Il faut que je vous ai libéré avant le 13 juillet. Allez, on y va.
Mes épaules sont tombées de 5 cm, c'est ce que mon épouse m'a dit. J'ai dit ok, bon bah je prends rendez-vous avec votre secrétariat, ok. Et là-dessus j'ai dit mais attends, jusqu'à présent j'ai aucune douleur, encore présentement j'ai aucune douleur. Et il faut absolument c'est mon problème. J'ai eu du mal à respirer pendant quelques minutes. Radical, mais finalement. Bon, désolé, on a un petit souci avec notre chronique santé aujourd'hui. En tout cas, sur la prostate, il faut se faire dépister très vite. Il faut en fait se faire suivre régulièrement et faire des analyses de sang avec son médecin généraliste. Et c'est comme ça qu'on arrive effectivement à détecter les problèmes de santé. Voilà ce qu'il faut faire. Peut-être que nos invités du jour, je rappelle qu'aujourd'hui je suis avec Hervé Chevreau, maire d'Épinay-sur-Seine et conseiller départemental de Seine-Saint-Denis, David Potrel, directeur de la mission locale de la vallée de Montmorency, Mathieu Béal, enseignant à l'école ESCE, l'école de commerce internationale, et Éric Charles Donatien, plumassier. Qui veut réagir? Mathieu Béal. On en parlait un petit peu avant l'émission, et la graine de courge. La graine de courge essentielle pour la santé de la prostate. Et alors, de préférence, vous la faites tremper un petit peu, parce que les graines, mais ça c'est un vrai truc santé. Hein. C'est les graines que vous mangez, les amandes, les noisettes, etc. Il faut les faire tremper, parce que ça enclenche le processus de germination, ça change la structure de la molécule à l'intérieur, et la graine devient plus digeste et plus nutritive. Et alors, il faut la faire tremper combien de jours, monsieur Béal? Alors ça dépend. Ça dépend des graines. Les amandes c'est 12 heures, les graines de courge c'est un peu moins long. Merci beaucoup pour ce petit conseil santé du jour, grâce à vous. Éric Charles Donatien, on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes plumassier, créateur et fabricant pour divers métiers, on va en parler tout de suite. D'abord, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Expliquez aux auditeurs en quoi consiste ce métier. Et puis après, vous nous direz comment vous avez eu cette idée, à quel âge vous avez choisi de devenir artisan finalement d'art. Alors, par quoi on commence? Qu'est-ce que c'est? Alors, quel est le métier? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un plumassier? Alors, le plumassier, c'est donc effectivement l'artisan qui travaille les plumes. Finalement, pour à peu près tous les domaines, là, essentiellement la mode, ce qui est une spécificité occidentale et française aussi. Mais sinon, effectivement, sur de la décoration, donc ça peut aller du mobilier à du décor de spectacle à du décor d'intérieur, dans un cadre plus privatif, et bien évidemment l'événementiel, donc des choses plus proches. Alors là, c'est un peu apparenté au spectacle, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça prend sa source finalement de façon assez générale sur l'ensemble de la planète, dans tout le travail ethnique, puisque c'est une des matières, premièrement, la plus usitée sur toute la planète, quasiment de la même façon, de façon honorifique, hein, à travers des coiffes, des vêtements, des bijoux, que ça soit de l'Asie jusque de l'autre côté aux États-Unis, en passant par l'Afrique et l'Europe. En fait, tout le monde utilise des plumes, mais c'est un savoir français, vous avez dit tout à l'heure. Alors, c'est son application dans la mode spécifiquement. Donc, quand le vêtement est devenu autre chose qu'un attribut tribal, que c'est devenu vraiment avec cette notion de tendance, de changement pour le plaisir et l'esthétique. Et ça, c'est effectivement tout ce qu'il y a de plus français. Et nos têtes couronnées, à commencer par Louis XIV, étaient très friands de ces ornements qui, dès cette époque, allaient aussi bien sur les tenues, vêtements et coiffures que sur le mobilier, puisque on a refait il y a quelques années le toupet de plumes d'autruche de son lit à Baldaquin. Alors, pour devenir plumassier, on passe par quelle formation? Comment vous avez fait pour devenir plumassier? Alors, pour devenir plumassier, en vérité, j'ai commencé à me soucier du problème, moi, quand j'ai commencé, parce qu'en fait, j'ai eu la chance de rencontrer ce métier, voilà, par ces jolies ces articulations de la vie. Et j'ai rencontré le maître plumassier, Monsieur Le Marié, et je me suis bien vite rendu compte que
sans le concours de circonstances, bien sûr, on force un peu. J'avais dessiné quelque chose avec des plumes, je rencontre quelqu'un qui propose des plumes et qui se trouve être une des amies de Monsieur le marié qui, voyant mon travail, me le présente. Bon, mais tout ça faisait quand même que on voit bien que c'est pas un schéma qui peut se répéter de façon organisée. Donc rapidement, je me suis posé la question de savoir comment les jeunes, comment quelqu'un pouvait se retrouver en face de cette formation. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule école, qui est le lycée Octave Feuillet, dans le 16e, qui est donc un lycée, c'est une formation pré-bac, qui propose une formation et qui, avec ce côté aussi un peu spécifique de notre système éducatif, que c'est aussi une formation qui, pour sa marginalité, se retrouve avec aussi bien des gens qui sont là parce qu'ils le choisissent que des gens qui sont là parce que finalement on ne savait pas trop où les mettre non plus. Donc ça, c'est aussi une de ces particularités de l'artisanat qui parfois se retrouve avec ces doubles prétendants. Et finalement, moi j'ai appris sur le tas. Vous avez appris sur le tas en fait. Avec Monsieur le marié qui m'a effectivement, lui, donné l'opportunité aussi bien d'apprendre l'artisanat en lui-même. Alors, pour être juste, c'était moi qui avais le souhait d'apprendre véritablement le métier et lui de m'enseigner la façon dont on gérait un atelier d'art tel qu'il l'avait lui repris de ses parents et de ses grands-parents. Ça va de la gestion des ateliers avec leur diversité, puisqu'on avait un atelier de plumasserie, un atelier de fleuristerie artificielle dédié à la mode, donc fleurs en soie et tout les développé, et un atelier de couture pour tout ce qui est manipulation textile, qui permettait d'être à la base un soutien aux ateliers de couture des grandes maisons, qui, lorsqu'elles avaient un petit peu de retard ou trop de travail pour les collections, demandaient à des artisans tels que Monsieur le marié de faire un certain nombre de travaux d'aiguille qui sont devenus une spécialité dans lesquelles il a développé des éléments créatifs qui sont devenus un apport à part entière ensuite dans l'entreprise. Et donc, lui qui avait fait l'ESSEC, donc qui était avec une éducation économique, s'est occupé de développer cette société, d'en faire vraiment une société ancrée dans son époque, à un moment où c'était pas forcément très évident de se tourner vers de l'artisanat, en tout cas où il était très ciblé, et son souhait était de m'amener à pouvoir continuer ce métier, ce savoir-faire. Ouais, et alors du coup, plumassier, ça n'est pas que s'occuper de coudre des plumes ou de faire des décors en plumes, vous utilisez d'autres matières, si on a bien compris ce que vous venez de dire. Voilà, alors plumassier, alors bien sûr c'est au départ centré sur la plume, mais du fait de ce trio d'activités au sein de Le Marié, qui au sein de Le Marié était relativement différencié, une de mes premières actions quand je suis arrivé dans la maison, ça a été de commencer à les mélanger. Ça, c'est l'avantage du novice. On n'a pas de peur, on n'est pas embêté. On apporte des nouvelles idées. Et oui, et c'est ce pourquoi il m'avait fait venir, là, bien évidemment. Et c'est la première chose que j'ai faite. Et puis ensuite, à désacraliser, tout en étant dans le respect, un certain nombre de techniques pour que cette plume, qui était aussi la représentation d'une excellence soit, mais d'une image de la femme assez précise. Déjà, je dis de la femme parce que c'était essentiellement attribué à la femme, alors que finalement après, j'ai essayé de l'emmener dans l'univers masculin, ce qu'on a réussi, puisque on a commencé à travailler pour le prêt-à-porter homme avec des gens aussi émérites que Eddie Slimane, qui est l'actuel designer de Céline et qui était à l'époque chez Saint-Laurent avant de révolutionner le vestiaire masculin chez Dior. Et c'est un des premiers qui m'a permis d'amener la plume dans le vestiaire masculin en me demandant des plumes masculines. Alors j'aime autant vous dire que j'ai écarquillé les yeux, mais on a trouvé. Et c'est ça la force de l'artisanat. Vous les avez fabriqués finalement, c'est de la création. C'est-à-dire que c'est ça l'artisanat. C'est pas seulement être dans la maîtrise d'une technique, c'est savoir la faire vivre, savoir la faire évoluer
et répondre à des demandes spécifiques. Alors du coup, vous avez votre propre atelier. Qui sont vos clients? Donc vous avez dit les grandes maisons, on imagine les maisons de couture. Qui d'autre frappe à votre porte? Alors oui, aujourd'hui, mon atelier, donc là pour qu'on fasse la jonction, j'ai passé donc une petite quinzaine d'années au sein de la Maison Le Marié, puis j'ai ensuite, à son départ, je suis parti et j'ai monté mon atelier. Effectivement, on retrouve la même structure de clientèle, c'est-à-dire les maisons de luxe qu'on appelle les maisons de luxe et les grandes marques dont on voit des affiches sans faire de publicité, tout le monde comprendra, qui vont de la lunette au parfum, à la cosmétique et tout ce qu'on veut, et aux défilés qui nous font rêver tous les 6 mois. Et ensuite, ce sont des architectes d'intérieur, donc ça qui nous permettent de faire des projets comme ce qu'on a fait là il y a 1 an et demi pour l'hôtel de Crillon, sa réouverture. J'ai dessiné un plafond dans le spa à base de plumes et de plumes en métal, puisque le métal est une autre matière que je travaille dans l'atelier et qui est ouvert avec le concours de Tristan Hauer, qui était l'architecte d'intérieur de cette zone. On va avoir aussi des gens du spectacle, du cinéma, du théâtre, de l'événementiel pour des choses un peu plus publiques et plus larges, et un peu de privé, bien sûr. Donc finalement, vous l'avez complètement désacralisé, ce métier. De la plume, vous êtes passé au métal. Ouais. Vous utilisez un peu toutes les matières, finalement, du moment que ce sont des matières naturelles. Oui, le cuir, le bois. Oui, j'ai une vraie passion pour la matière. Et issu moi-même d'un métissage, je trouvais que c'était important d'avoir cette façon de voir la matière. Et je trouve que parfois, pour donner ses lettres de noblesse à un matériau, c'est pas mal de le confronter à d'autres. De le mélanger, de mélanger les matières et les textures. Oui, oui, c'est devenu une spécialité de mon atelier, ces mélanges. Alors, est-ce que vous avez des problèmes pour trouver de l'aide? Justement, on parlait des jeunes à l'emploi tout à l'heure. Comment vous faites pour trouver de jeunes plumassiers ou des personnes qui auraient la passion comme vous? Alors, j'ai envie de dire que de l'aide, on en trouve toujours. Pour du travail, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, non, je fais exprès parce que c'est très spécifique. C'est-à-dire que je ne cherche pas d'aide. Je cherche des gens qui veulent travailler, des gens qui veulent apprendre. Des gens. Alors ça, en revanche, comme M. Potrel en parlait tout à l'heure, j'étais content parce que c'est aussi ma philosophie, c'est-à-dire qu'on peut s'engager parfois sur quelques années avec certaines personnes à les avoir, à les payer, ils viennent travailler et je les forme en même temps. C'est-à-dire que étant conscient que tout le monde n'a pas forcément l'âge, je vous ai dit, le lycée c'est un lycée, donc tout le monde ne peut pas forcément ni passer par le Greta, ni aller dans ce lycée et faire la formation. Donc parfois il m'est arrivé d'avoir des profils où j'ai pris les gens pendant quelques années et je les forme parce que leur niveau d'intérêt, leur énergie de travail et leur volonté d'apprendre suffit à m'amener à les prendre à mes côtés. Et voilà, et à leur faire. Vous avez dit des mots-clés, énergie, envie et passion finalement, c'est ça qui amène à ce métier. Alors, si on veut vous contacter, comment fait-on, Éric Charles Donatien? Sur mon site, dans la rubrique contact. C'est-à-dire, le site s'appelle Éric Charles Donatien. ericharlesdonatien.com, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ou alors sur Instagram, vous publiez vos créations sur Instagram. J'essaye. Je suis aussi d'accord avec les commentaires de M. le maire et de M. Potrel tout à l'heure. Je fais partie de cette catégorie de gens qui, les gars de leur âge peut-être, sont pas toujours très au fait de la technologie. Donc j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas s'en passer, donc je m'y suis mis. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Faute de temps. Il y a déjà une problématique de temps, puis je peux avouer que parfois je comprends pas toujours à quoi ça sert. Mais je le fais quand même. Tout simplement. Grâce à ces jeunes d'ailleurs. Voilà. C'est eux qui m'ont poussé à le faire. Et puis ça sert à se faire connaître et puis à faire connaître le métier. Et donc quand même d'utiliser, comme vous faites, des plumes, même du métal ou même de la pierre, parce qu'il y a des pierres précieuses ou semi-précieuses que vous utilisez, ou du cuir, c'est toujours intéressant et c'est magnifique. La beauté, on ne peut pas s'en passer. Jamais. Merci beaucoup, Éric Charles Donatien. Merci à tous pour votre présence en studio. Pour demain, vous allez retrouver Jacqueline Voraz aux manettes du bar de l'économie. Quant à moi, je vous retrouve bien sûr dès lundi. Bonne journée, et excellente fin de semaine. À lundi.